Les gens m'ont vu créer un business sans montrer mon visage, que ça marche, faire 1 million avec ça, tu vois, 1 million Ouais. à mes 20 ans. Et du coup, j'ai été la preuve vivante de ce que je dis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut lancer des business, que ce soit OnlyFans ou d'autres, sans montrer son visage, etc. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Hello tout le monde, petit épisode de podcast estival, parce que là on est en plein mois d'août, donc je sais pas quand est-ce qu'il va être publié, il va être très certainement publié semaine pro, semaine d'après, et podcast sans caméra, parce que mon invité aujourd'hui, même s'il a fait récemment son face reveal et on va en parler, aujourd'hui il n'était pas dans de bonnes conditions pour enregistrer. Alors j'ai mis mon t-shirt noir pour rien, j'ai mis l'uniforme, mais c'est pas grave, je suis très content de recevoir Manoa aujourd'hui. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien toi. Ben ça va, au top. Comme je te disais, je suis je suis rentré hier de vacances, j'y repars demain, donc je me plains pas, ça va, ça se passe plutôt bien. Et donc non, ça me va très bien comme ça. Et du coup, du coup aujourd'hui, t'es dans une chambre d'hôtel. T'étais dans quel coin toi? Là, je suis à Paris dans le 2e. Ok. Et donc du coup, pas dans des bonnes conditions. On s'est loupé un petit peu sur cette histoire de caméra. Donc on en fait ça sera un épisode un peu particulier. Et c'est top. Est-ce que du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu serais ok de te présenter? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bah déjà, je te remercie de l'invitation, ça me fait très plaisir. Et pour ce qui est de qui je suis, d'où je viens, etc., je m'appelle Manoa de Fortumedia. Fortumedia étant la page Instagram, l'entreprise que j'ai créée en 2019. Et je suis infopreneur, si on peut dire ça comme ça, formateur, aujourd'hui majoritairement dans la niche qu'est l'OFM, c'est-à-dire le OnlyFans Management. J'ai fait pas mal de choses avant, donc de l'infoproduit, de la vente de services quand j'ai commencé lorsque j'étais au lycée. Je vendais des sites web, soit aux commerçants de ma ville, soit à des dropshippers sur Facebook. Et de fil en aiguille, du coup, je suis arrivé aujourd'hui où j'ai une grosse formation, donc monoproduit, une seule grosse formation que je fais tourner encore et encore sur le OnlyFans Management. Et voilà. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Ok, top. Et on partage plein d'idées communes et de façons de penser en commun. Et du coup, tout à l'heure, on parlait juste avant de démarrer l'enregistrement. D'ailleurs, je me permets de le remettre ici parce que c'est dommage en fait de le laisser dans l'ombre. C'était cette conversation. On parlait du concept des 4 L que Tougan développe et dont il a parlé d'ailleurs dans ce podcast. Et toi, tu manages un peu ton business aussi en 4 L comme ça. Et moi, je te disais que c'était un peu une quête en ce moment. Je cherche de la simplicité dans mes business. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel toi, t'es très fort. Et ça t'apporte quoi justement cette simplicité, cette discrétion aussi, parce que t'as été anonyme pendant un moment. Du moins, on connaissait pas ton visage. Ça a été de suite un sujet pour toi où t'as dû un peu te casser la gueule et apprendre des engagements un peu relous pour ensuite te rendre compte que la simplicité c'était mieux. Comment t'as géré ça? Et puis déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le framework des 4 L? Alors ouais, déjà j'ai remarqué une tendance, c'est lorsqu'on commence, on est 4 L sans trop le vouloir et un petit peu par nécessité. Ensuite, on complexifie volontairement notre business parce qu'on pense que c'est la seule façon de scaler et au bout d'un moment, on arrive à la conclusion, comme toi et moi, qu'en fait, c'est trop chiant, que ça en vaut pas le coup et limite que tu as plus intérêt, même en termes de rentabilité, même pour scaler, à rester simple, donc 4L. Qu'est-ce que c'est 4L pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est un concept qui a effectivement été démocratisé en France du moins par Tougan Barra, qui expliquait qu'en fait c'est une métrique, c'est une sorte de concept comment je pourrais dire ça, de concept que tu vas appliquer tous les jours pour essayer de simplifier au maximum ton business, c'est-à-dire low cost,
low complexity, low human and low tech. Donc en gros, c'est tu vas essayer de minimiser, de réduire les effectifs, de réduire le nombre d'étapes, de réduire le nombre d'outils pour que tout soit au même endroit, le plus simple possible. Parce qu'en fait, je pense que tu l'as connu aussi avec tes multiples business. Des fois, on se dit, ouais, je vais lancer tel projet, je vais mettre tel upsell, et puis attends, cette personne, elle va suivre tel parcours client. Et en fait, tu te retrouves avec un truc qui devient ingérable, qui devient tentaculaire. Et en fait, c'est lorsque pour moi, perds cette vision claire, crystal clear, comme on dit en copie, sur ton business, que ça devient ingérable, en fait. Parce que tu sais même pas qui s'occupe de quoi. Tu te dis, mais attends, ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette automatisation, mais attends. Et en fait, des fois, tu as largement plus intérêt à faire comme nous, que ce soit en termes de simplicité pour nous, en termes de charge mentale, de charge de travail, etc., de clarté d'esprit. Comme en termes de rentabilité, tu as vachement plus intérêt à réduire le nombre d'outils, à réduire le nombre d'offres. Et c'est vraiment en fait l'incarnation pour moi du concept, la loi de Pareto, le 80-20, quoi. Ouais. Et moi, Et en comment fait, le 80, en plus, il a un effet multiplicateur, j'ai l'impression. C'est pas je réduis à 80%, je réduis mon effort à 20% pour avoir 80% de la perf, c'est qu'en fait, je réduis mon effort, mais je crée d'un point de vue purement marketing, parce qu'après, je pense que cette approche-là, on peut l'avoir sur plein de pans, en termes de charge mentale, t'en parlais, en termes de risque également. Plus on a de choses, plus c'est compliqué, plus on est exposé au risque, quel qu'il soit, plus c'est difficile de maintenir. Moi, je fais du dev au départ, je suis développeur en école d'ingé. Le premier truc qu'ils te demandent, c'est à faire des choses qui sont maintenables. Donc en fait, c'est hyper aligné. Et en marketing, souvent, plus tu simplifies le message, plus tu gagnes en conversion. Et donc, je pense qu'en fait, l'approche 20-80, elle apporte plus de résultats qu'une approche genre 110%, toujours au taquet, toujours à fond, avec plein de modèles comme tu le disais. Et justement, parmi les choses, toi, sur lesquelles tu n'as pas lésiné en termes de moyens, c'est Instagram. Très fort, t'es très fort sur Instagram. Après, je sais pas. Tu rappelles ton âge, tu communiques dessus ou pas? Oui, bien sûr, j'ai 21 ans. Ok. Du coup, t'es clairement, t'as toujours eu un stage, j'imagine? Oui, j'ai toujours Insta. C'est aussi l'avantage de ma génération pour le coup, c'est qu'on est né avec ça. Donc pour nous, c'est des outils très naturels. Et pourquoi moi j'ai choisi Insta plutôt qu'une autre plateforme, c'est parce que comme tu le disais, ça rejoint ta question précédente à laquelle j'ai pas forcément répondu, en tout cas pas entièrement. C'est que pourquoi j'ai choisi de ne pas montrer mon visage initialement. À la base, c'était pas du marketing. Et du coup, ça dénote un peu avec tous les discours des entrepreneurs qui disent oui, j'ai tout prévu depuis le départ. En vérité, moi, j'ai commencé à documenter mon parcours lorsque du coup, je vendais des sites web. Donc, rien à voir avec Instagram. Et j'étais au lycée à ce moment-là et je me suis dit, je suivais en fait des mecs comme Antoine BM qui disait, faut créer une audience, etc. Parce que ça peut t'apporter que du positif, c'est-à-dire de la notoriété, du personal branding, tu peux la monétiser ensuite, etc. Et du coup, j'ai commencé à documenter mon parcours de jeune lycéen qui vend des sites web à des e-commerçants ou alors des commerçants. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je fais? Parce que si je monte ma gueule, les gens vont voir que je suis extrêmement jeune, que je suis lycéen. Personne ne va acheter, personne ne va prendre au sérieux. Du coup, je me suis dit, la meilleure plateforme, déjà celle que j'utilise le plus au quotidien naturellement, c'est Instagram. Et c'est aussi celle où je pourrais créer du contenu sans devoir montrer mon visage. Parce que la création de contenu n'était pas du tout la même auparavant. Tu pouvais tout à fait créer du contenu sans montrer ton visage. Et justement, est-ce que quand tout le monde a structuré, on a tous basé nos business. Alors moi en l'occurrence, je l'ai pas trop fait, je dis nous, mais sur des visages, toi t'as fait le contraire. Est-ce qu'il y a un gain un gain d'intérêt, tu penses, pour ce genre de contenu où on sait pas vraiment qui est derrière? Tu vois, moi il y a une chaîne que j'adore sur YouTube par exemple, c'est j'ai oublié le nom. C'est Moni Radar, pardon. Moni Radar. Ouais, je vois, ouais. Et je kiffe. Et en fait, on devine que la nana qui parle, c'est une voix off genre freelance. Parce que c'est hyper propre, c'est hyper bien écrit. Je pense que c'est un excellent copywriter qui est derrière. Et en fait, ça intrigue. Je rêve de savoir qui est derrière Moni Radar, tu vois, juste par curiosité, tu vois. Ça apporte rien à leur contenu, hein. Ça n'enlève rien, ça n'apporte rien. Mais il y a un regain de curiosité. Tu penses que toi, ça t'a aidé à décoller? Moi, ça m'a aidé à décoller puisque j'étais le seul à le faire dans les infopreneurs.
Donc, il y avait cette chose qui dénotait, qui était assez différenciante et unique sur le marché à l'époque. Et surtout, j'en jouais. C'est-à-dire que oui, je pense que ça peut avoir un intérêt business et que ça peut même rapporter, intriguer, créer du mystère, de l'engouement, une Mm. sorte pas d'adoration, mais tu vois, d'obsession un petit peu lorsque tu sais pas, bah, comme tu es un petit peu avec Money Radar, tu vois, ça t'apporte rien de le savoir, mais tu as envie. Et donc moi, j'en ai beaucoup joué. Et pourquoi ça m'a rapporté? Parce que justement, j'en ai joué. Je pense qu'aujourd'hui, si tu fais un business, quel qu'il soit, que tu ne montres pas ton visage, en vrai, t'as pas trop intérêt à le faire, sauf si tu fais comme moi et que t'en joues. Parce que moi, voilà, Ouais. j'en jouais tout le temps. Par exemple, je faisais des emails où je disais, ça se trouve, en fait, tu lis cet email et tu ne le sais pas, tu es dans le train, et en fait, je suis assis à côté de toi ou derrière toi. Tu vois, les gens, et je les rendais fous exprès. Et donc, c'est pour ça que j'avais aussi fait ce face reveal en grande pompe, en jouant énormément, en l'annonçant, etc. Parce que justement, j'avais, depuis 3 ans, créé un petit peu ce mystère, etc. Et du coup, ce face reveal, comment tu l'as organisé et est-ce que tu as déjà eu, tu ressens déjà un impact positif ou négatif après coup? Ouais, alors déjà, je ressens vraiment un impact positif puisque bah, j'ai eu les bénéfices d'avant, c'est-à-dire que les gens m'ont vu créer un business sans montrer mon visage, que ça marche, faire 1 million avec ça, tu vois, 1 million Ouais. avant mes 20 ans. Et du coup, j'ai été la preuve vivante de ce que je dis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut lancer des business, que ce soit OnlyFans ou d'autres, sans montrer son visage, etc. Donc, j'ai vu les gens se dire, putain, mais il l'a fait sans montrer son visage, et maintenant, il montre son visage et il s'en sert d'une autre manière. Parce que tu vois, tout ce qui est bad buzz, reels qui font des centaines de milliers de vues, Mm. j'aurais jamais pu le faire sans montrer mon visage. Donc, marketingement, ça a assis mon expertise marketing. C'était une bonne chose. Et après, comment je l'ai organisé? Bah, moi, de base, justement, je voulais faire un truc vraiment, vraiment en grande pompe, que j'ai malheureusement pas pu faire parce que je voulais faire un TEDx. Et j'avais été Ok. annoncé en tant qu'intervenant, j'avais commencé à préparer ma conférence, j'avais été en appel avec les organisateurs de la conférence TEDx, c'était TEDx Grenoble. Et en fait, quelques semaines avant, je me souviens, j'étais durant le séminaire de Bouffémont en février dans le château, tu as sûrement dû apercevoir. Ouais. Il y avait Alec d'ailleurs. Et j'ai reçu un message vers 22h, 23h de l'organisateur qui me disait: «Écoute, malheureusement, on va pas pouvoir te maintenir parce que, ta ligne éditoriale, ce que tu dis, ton business, ça pourrait entacher notre image». Donc du coup, j'ai été, censuré, j'ai été banni de TEDx, et j'en ai vachement joué dans mon marketing en me disant: «Bah, écoutez, TEDx veut pas de nous, bah, qu'ils aillent se faire voir. On va faire notre propre conférence dans notre propre lieu, on va vendre nos propres places et ça sera mieux qu'un TEDx parce que je pourrais vraiment dire tout». Puisque, bah, quand tu fais un TEDx, je pense que tu le sais, on te Ouais. donne 26 pages de brief en mode tu cites pas de nom de marque, tu dis pas ça, tu nous fais valider ta conférence avant, donc tous les points, toutes les phrases chocs, etc. Sinon, bah, t'es pas publié sur la chaîne. Mm. Ouais, à la seconde près, hein, je crois que tu dépasses d'une seconde, t'es pas publié. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Mais bah écoute, après on rêve tous de faire un TEDx. Moi c'est dans les papiers aussi. Mais du coup, ok. Donc toi, je savais pas ça. J'avais pas vu passer le coup du TEDx où t'avais été sorti. Là où t'es très fort, je trouve, c'est que tous ces éléments-là, t'en fais une force à chaque fois. Tous ces éléments un peu, ouais, c'est des convenus en fait. C'est toujours, c'est toujours un asset marketing par la suite, quoi. Ouais, moi c'est un truc sur lequel j'essaie de capitaliser énormément. C'est que toutes les merdes qui m'arrivent, tous les contretemps, tous les échecs, j'essaie vraiment. Alors ça fait un petit peu bateau de dire ça, hein, je transforme tous les échecs en réussite. Je sais pas si tu te rappelles dans notre podcast Suite 21, on avait un buzzer de bullshit. Là, c'est un petit peu ça. Mais l'idée, oui, c'est effectivement tous les trucs où je me dis, bon, là, ça me fait perdre de l'argent, ça me fait perdre de la notoriété, c'est vraiment dommage, etc. Il y a toujours un moyen de le tourner pour que ça te rapporte encore plus derrière, tu vois. Moi, quand Ouais. j'ai reçu le message de TEDx, j'avoue que j'étais dégoûté. Je vais pas faire le mec, oh, je m'en fous. Oui, j'étais dégoûté, tu vois. Faire un TEDx à 20 ans, ça aurait été putain de stylé, quoi. Mais malheureusement, bah, c'est pas faisable. Je leur ai dit: «Est-ce que votre décision, elle est finale ou pas?» Ils m'ont dit: «Oui». Je fais: «Bah, écoutez», puis en plus, ils ont osé m'envoyer un truc derrière en mode: «Oui, on te convoque à un rendez-vous, je sais pas quoi». Je fais: «Mais vous me convoquez de rien du tout, là, on n'est plus au collège. Déjà que Ouais. vous dites que votre décision est finale, je vais pas venir à votre putain de rendez-vous, quoi». Et du Ouais, de coup, ouf. je me suis dit: «Bah, soit je chiale en mode, oh là là, bah, je vais pas faire le TEDx, soit justement j'en fais tout mon fer de lance marketing et je dis: Mm. "Écoutez les gars, là on veut nous faire taire", tu vois? C'est Ouais. ça un petit peu. On veut nous faire taire, on n'est pas acceptés, on veut pas de nous. Très bien, pas de souci, on va faire sans eux.
Et je sais que ça a beaucoup participé. Moi, dès que les gens sont venus à la conférence et qu'on a eu l'occasion de discuter après cette dernière, ils m'ont dit: «Ouais, j'ai adoré le truc, contre TEDx». Ça faisait un petit peu ce rapport, David contre Goliath. Ouais. T'aurais pu jouer le truc à fond. Alors après, je pense que t'aurais pris un procès au cul, à faire un TEDx, mais dans un décor TEDx cassé, tu vois. Ça aurait pu être un bon délire, je pense. Mais J'aurais vraiment pris un procès là. J'aurais voilà, c'est ça. Ils sont hyper à cheval sur la marque. C'est hyper. J'ai un pote qui a fait une sorte de TEDx, mais pour une grosse boîte du CAC. Ils avaient copié un petit peu le décor, tu sais, de manière subtile. Mmh. Et du coup, alors c'est pour le coup, c'est une boîte du CAC 40, donc de gros moyens et tout. Ils avaient joué, ils avaient pris le risque et ils sont fait, ouais, ils ont quand même pris des courriers d'avocats, quoi. Donc ils sont pas rigolos, quoi. Mmh. Est-ce que tu penses que tes thématiques, la façon en plus dont tu communiques, là, tu viens de donner un exemple concret. Tu fais pas des trucs bateaux, t'es créatif, t'as pas peur d'être sulfureux, etc. Est-ce que justement les thématiques dans lesquelles tu bosses, elles s'y prêtent vraiment à être masquées, à avancer de manière anonyme? Alors la thématique dans laquelle je bosse, si on prend OnlyFans, oui. Moi, je sais que 90% des gens qui veulent se lancer là-dedans, bah, ils veulent pas avoir leur visage publiquement, etc. Ils veulent pas que ça se sache qu'ils font de l'EFM. Ça, je comprends. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que si ta question, c'est plus par rapport à l'infopreneuriat, le business de formation en ligne, la création de contenu, Mhm. je pense qu'aujourd'hui, puisqu'il y a des mecs comme moi qui sont passés auparavant et que le marché, forcément, de la création de contenu a vachement évolué, je pense que c'est pas forcément aujourd'hui aussi facile qu'avant d'arriver à se créer une communauté, fédérer une audience, etc. en étant masqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur et que montrer son visage, ça devient une nécessité dans la création de contenu. Et les impacts depuis que t'as Reveal, du coup, tu vois vraiment un avant, un après? Bah déjà, moi, je me fais reconnaître tous les 2 jours, à peu près. Ok. Très souvent en soirée, en boîte, à Paris aussi surtout. Dans ma ville natale, là, c'est un bordel pas possible. C'est-à-dire que dès que je sors, il y a des groupes qui viennent en mode «Waouh et tout, on a vu ce que tu avais fait, trop bien», et cetera. Donc je l'ai vu, c'est l'impact que je redoutais aussi un petit peu sur ma vie perso, même si évidemment ça fait du bien à l'ego, on va pas se mentir. Ouais. C'est, c'est quelque chose avec lequel moi j'ai du mal pour l'instant. Après, c'est pas désagréable non plus, mais c'est pas évident à gérer. Par contre, en termes de vente, oui, j'ai vu que ça avait débloqué énormément de choses, surtout en B2B. En B2C, ça a pas vraiment changé pour le coup, puisque j'avais bâti de la confiance autrement avec les interviews, les témoignages clients, les avis Trustpilot, la longévité, le contenu quotidien, le fait qu'il y ait ma voix. Mhm. Le fait, pardon, que je sois pas anonyme, tu vois, on sait qui je suis, comment je m'appelle, le Ouais. nom de ma boîte, etc. Donc en B2C, j'ai vu une légère augmentation parce qu'il y avait des gens, ça les bloquait de pas avoir un visage, ça les bloquait. Donc j'ai vu une petite augmentation. Par contre, en B2B, ça a tout changé. Bah, tu vois, je vais à un événement, on m'approche beaucoup plus, donc j'ai beaucoup plus de deals, donc j'ai beaucoup plus de propositions business, d'associations. J'ai beaucoup plus aussi bon, ça c'est dans mon industrie, mais de modèles OnlyFans qui me démarchent pour qu'on bosse ensemble. Donc ouais, Ok. j'ai clairement moi un changement radical là-dessus. Positif en plus. Ok. Il y a des gens qui ont. T'as dû avoir le truc genre, putain, je t'imaginais pas comme ça ou un truc comme ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr, oui, j'en ai eu quelques-uns, mais globalement, en fait, les gens étaient en mode: «Ah OK, il a ce visage-là» et c'est tout, en fait. Ouais. On se Ok. fait toujours tout un cinéma de ce qui va arriver, en fait, puisque nous, c'est notre visage, que ça fait 4 ans qu'on fait ça, que, c'est une question qu'on se pose souvent: «Est-ce que je devrais face reveal ou pas? Ça va être quoi les impacts?» Pour nous, c'est une importance énorme. La valeur pour nous, elle est énorme, mais la valeur pour l'autre, en fait, il s'en fout, tu vois? Il a une vie aussi. Mm. Le mec de son côté, il va juste dire: «Ah, ah, c'est ça le visage de Manoa? OK» et voilà, Ouais. c'est tout. Et évidemment, on l'a levé encore une fois en grande pompe pour l'événement, mais sinon c'était juste: «Bonjour, je montre mon visage», quoi. Et le stress au moment où J'étais tu vas te terrifié. lancer? Moi, j'étais terrifié. Pour la Ok. conférence, moi, je suis très bien derrière mon écran. Mm. Je suis pas forcément à l'aise avec, les humains de base. C'est aussi pour ça que je me retrouve en des personnes comme, Antoine BM et Tougan, qui pourtant sont très différents les uns des autres. C'est qu'ils ont vachement ce côté introverti et ils aiment bien voir les humains comme des chiffres, des nombres, et cetera. Et moi, juste me dire: «Attends, mais il y a 80 personnes qui sont venues pour m'écouter parler pendant 1 heure et qui attendent depuis peut-être 1 ou 2 ans, comme toi, tu peux attendre de manière radar, que je montre mon visage». Ouais, j'étais extrêmement stressé pour la conférence, moi. Mm. Et il y a eu, t'as pas eu de leak? Je crois pas. Ça a J'ai pas eu fuité. j'ai eu un petit leak, de la part d'une amie en plus, mais d'une amie, bah, Jutoun, donc Ah une ouais, grosse ouais, Justine. Ok, très bien.
Mais ça s'est pas trop vu, je l'ai bien maîtrisé. Et en fait, c'est ce que je disais à Alec dans son podcast sur le déclic, c'est que vu que j'avais vu que ça avait fuité et que j'ai eu deux trois personnes qui disaient ouais, on a ta photo là maintenant, etc. Tu sais, qui essaient d'avoir un moyen de Ouais. pression, j'ai fait leak ma photo dans un journal pour pouvoir dire à ces mecs-là, mais regarde, ma gueule, elle est déjà publique, alors qu'elle l'était pas du tout, tu vois. Et le journal, en fait, il faisait très sérieux, mais il avait aucune audience. Et j'envoyais le lien au mec qui disait, ouais, j'ai vu ton visage, etc., et qui avait pris un screen. J'ai dit, mais oui, mais tout le monde, en fait, regarde, c'est sur le journal. Il était en mode, ah ouais, d'accord. Et donc, en fait, ça me protégeait d'une sorte, pardon, de chantage. Ouais, excellent. Excellent. Et ça aurait été énorme de faire monter un autre mec que toi aussi sur scène. Ça, tu sais, j'avais fait des petits paris solo parce que quand on s'est rencontrés, tu avais programmé ta conférence Ouais. et ça allait arriver. Et donc tu m'as expliqué un peu de ça et je me suis dit, ah, il y a plein de trucs, vu le bonhomme, il y a plein de trucs qu'il va pouvoir imaginer. Mais ça, là, tu l'as fait soft, tu l'as fait sérieusement, je trouve. Ouais, parce que justement, je voulais aussi marquer, et c'est ce que je disais d'ailleurs dans la conférence, c'est que c'était une conférence sur le personal branding, la création de contenu, etc., Mm. dans laquelle du coup j'expliquais ce que j'avais fait et ce qu'il était possible de faire aujourd'hui avec les changements du marché en termes de création de contenu. Et je me suis dit, je veux que ce jour, ça soit vraiment le moment à partir duquel on accélère. Et ça s'est vachement accéléré à partir de ce moment-là. Il y a eu le bad buzz sur l'OFM, il y a eu l'article sur le Parisien, il y a eu le séminaire, il y a eu le lancement de la création de mon SaaS. Il y a eu aussi les millions de vues que j'ai fait avec ma gueule juste après. Parce que, en fait, je me suis mis une sorte de pression sociale à moi-même. J'ai pris un engagement devant tout le monde. J'ai dit, à partir de ce moment-là, on va accélérer. Et c'est pour ça que mes premiers reels, ils ont été aussi explosifs parce que imagine si j'avais été devant le cœur de mon audience à dire à partir de ce moment-là, on va envoyer du pâté, ça va être très lourd, ça va s'accélérer. Et j'envoie un pauvre reels de moi qui fait 10 000 vues, tu vois. Je me suis Ouais. dit, c'est pas possible. Et du coup, tu regardes sur Instagram, le premier reels avec ma gueule, il a fait 300 000 vues. Et après, on a Ouais. fait le Château Saint-Georges pour le séminaire, tu vois. On est vraiment monté en gamme parce que je me suis dit, OK, ça fait un an que tu es tranquille. Moi, franchement, en 2022, ça n'a pas été l'année durant laquelle j'ai le plus bossé. Et 2023, je me suis dit, putain, ça me fait chier, tu vois. Si j'avais bossé un petit peu plus, même si j'ai énormément profité et que c'est tout à fait OK, j'aurais dû bosser un petit peu plus, ou en tout cas plus intelligemment. Et du coup, je me suis dit, OK, tu vas te forcer à le faire, tu vas te forcer à accélérer un petit peu la cadence. Tu prends un engagement devant tout le monde, tu fais ton face reveal, tu fais un énorme séminaire, tu fais un bad buzz et on accélère. Mm. Ouais, je remarque souvent quand on essaie de simplifier au max et de se libérer au max de plein de choses, l'inconvénient de ça, c'est et moi je le vois, hein, plus je suis j'ai tout d'optimisé, plus j'ai du temps pour moi, etc. Moins je prends d'engagement et moins je suis dans l'action et moins je suis dans la perf. Et je suis obligé de me remettre des coups de pied au cul. Je suis obligé de m'auto-fasciser, tu vois, Ouais. pour arriver à sortir quelque chose. Je remarque souvent hein, chez des gens qui ont des belles réussites et tout, mais qui du coup, tu sais, la vie trop optimale, toi, trop optimisée. Moi, de mon côté, Non, de manière générale, je l'ai dans mes, je l'ai souvent dans mes contacts. C'est un truc que tu ressens, toi? moi, j'ai pas un entourage qui est extrêmement différent de moi. C'est-à-dire que je fréquente en fait beaucoup d'infopreneurs, de formateurs qui ont à peu près le même système que moi. Donc ces réflexions-là, je les ai, mais on se les fait collectivement, tu vois. C'est-à-dire qu'on a Ok. vraiment toutes les semaines une sorte de cerveau collectif où on se réunit en mode bon les gars là, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez testé quoi comme manière de travailler? C'est quoi les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives par rapport à ce que vous avez testé? Et c'est un avantage parce que du coup on a énormément de feedback très rapidement, mais du coup c'est un inconvénient parce que bah déjà on agrandit moins notre réseau parce qu'on a notre petit noyau très confortable, mais aussi surtout bah, on a tendance à être, comme tu le dis, dans le confort. Tu vois, si tu es avec plein de gens avec qui tu gagnes déjà pas mal d'argent, avec qui ça tourne bien, avec qui vous avez plutôt optimisé effectivement tout ce qui était un petit peu chiant, tu vois, genre tout ce qui prend du temps, le support client, le truc administratif, les trucs répétitifs, etc. Effectivement, c'est très compliqué, surtout quand tu commences à, je pense que c'est ton cas aussi, à avoir pas mal de thunes, à avoir pas mal d'actifs. On a aussi ce côté où on se dit, bon, en vrai, j'ai moins la dalle qu'avant, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et ouais, c'est hyper intéressant. J'ai deux sujets, j'arrive pas à les prioriser. Du coup, je vais te proposer de choisir. Ok. Et puis, voilà, on commence par un, on finira par l'autre. Et du coup, le premier, bah, c'est OnlyFans de manière générale, Mhm. ou OnlyFans, Mime. En tout cas, ces business-là,
ces activités-là, parce que c'est énorme en termes d'argent généré chaque année. Ces nouveaux business là qui ont c'est quoi ça, 3 4 ans, même pas? Ouais, c'est ça globalement. Après, OnlyFans, ça Ouais. fait quand même depuis 2014, si je dis pas de conneries. Donc ça Ok. doit faire une dizaine d'années, mais que ça a explosé, le phénomène pardon, mime OnlyFans, où effectivement ça fait 3 4 ans, bah, c'est depuis la creator economy, dans un premier temps, et Ouais. deuxièmement, durant le confinement. On peut voir qu'il y a eu ces deux Ok. choses-là, c'est-à-dire que la creator economy, le fait de dire en fait tout le monde peut générer un revenu, que ce soit en vendant un produit digital ou alors en vendant du contenu exclusif érotique, ça a Hmm. engendré effectivement cette première vague dans l'industrie. Et il y a eu la deuxième énorme vague, et tu le vois sur tous les graphiques du chiffre d'affaires, que ce soit de Mime, d'OnlyFans, de Fansly, toutes les plateformes concurrentes. À partir du confinement, il y a eu un bond énorme. Et en fait, bah, Ouais. puisque c'est devenu un sujet sociétal, puisque ça devient aussi de plus en plus accepté, moi je sais que j'ai de plus en plus de gens autour de moi. Alors, c'est biaisé puisqu'ils me connaissent, ils connaissent mon investissement là-dedans, le fait que je travaille avec Ouais. et cetera, donc ils sont plus à se confier. Mais en tout cas, moi je remarque que de manière générale, les gens assument de plus en plus consommer du OnlyFans. Comme Ok. tu je pense que toi, tu as aussi ce recul-là. Au départ, regarder du contenu adulte sur des sites que tout le monde connaît, Ouais. que je peux pas citer pour des raisons évidentes, mais, mais Hmm. c'était vraiment tabou. C'est-à-dire que personne n'assumait le faire. Ouais. Personne n'y allait, mais c'est là où il y a le plus de bande passante de dépenser sur C'est ça, Internet, c'est ça. l'internet mondial, quoi. Ouais, bien Étonnamment. sûr. Et depuis, je dirais, 5-10 ans, les gens assument quand même plus. Ah oui, oui, mais tout le monde le fait, donc oui, moi aussi j'y vais. Enfin, ils s'en vendent pas, mais tout le monde Ouais. a voulu le faire. Et avec OnlyFans, Mime, et cetera, c'est en train de devenir la même norme, c'est-à-dire le même phénomène. Les gens consomment, les gens payent, juste que pour l'instant, ça commence tout juste à être accepté socialement. Ok. Bon, du coup, je t'ai proposé juste le premier sujet, mais je vois qu'on est parti bien en tête. Restons sur OnlyFans. Et le deuxième sujet, je le dis quand même pour teaser un peu, si t'es ok. T'as documenté la création d'un bad buzz, et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette histoire-là, mais je te propose qu'on en parle après. Ok? Carrément, carrément. Ok, trop bien. Du coup, ouais, donc, ok, trop cool. Donc déjà, tu nous as expliqué un petit peu l'idée. Si jamais il y a quelques ovnis qui ne connaissent pas OnlyFans, le concept c'est quoi? C'est le Minitel Rose, mais moderne en fait. C'est un petit peu ça. Alors OnlyFans, moi pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il y a une phrase que j'aime bien, c'est un Instagram payant, un Instagram où tout est payant. C'est-à-dire que accéder aux posts, au fil d'actualité d'une fille, donc des photos qu'elle poste, c'est payant. Lui parler en message, c'est payant. Avoir des photos d'elle en privé, c'est payant. C'est vraiment Instagram, mais payant, avec du contenu Ok. voilà, exclusif qui s'adresse donc à une minorité, ceux qui sont prêts à payer. Et du coup, le gros du contenu, c'est du contenu soit qu'on a contenu érotique, soit du contenu carrément porno, je crois. Je crois que c'est autorisé. Et voilà, mais c'est pas la totalité du truc. Toi, tu bosses que pour de l'érotique ou tu fais aussi des comptes plus mainstream, par exemple, je sais pas, des créateurs autres que des filles qui se dénudent en fait, quoi. Bah, alors déjà, il y a une énorme hypocrisie là-dessus de la part des plateformes, c'est-à-dire que tu vas sur leur page d'accueil, c'est un mode aider Pierre, Paul, Jacques à vivre de leur contenu. C'est Martine qui vend ses cours de cuisine, tu vois. Si tu écoutes Ouais, ouais, d'accord. de OnlyFans et de son concurrent français, ce qui leur rapporte de la thune, c'est Martine qui vend ses cours de cuisine et Sylvie qui vend ses cours de yoga. Ben voyons, comme dirait Ouais, notre cher Eric. Euh, et je trouve ça extrêmement hypocrite parce que ce qui rapporte 97, 98, j'ai pas les chiffres officiels malheureusement, mais je le vois, je l'observe quand même, faut arrêter. Et même tous ceux qui écoutent ce podcast et qui connaissent un petit peu le savent, ce qui ouais. rapporte la quasi-totalité du chiffre d'affaires, c'est du contenu érotique et adulte. Moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi de ne travailler qu'avec des modèles qui font du charme, de l'érotisme ou du adulte? Parce que c'est ça qui rapporte. C'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est oui, tu as la passion, tu as l'impact, le machin, mais tu as aussi ce qui rapporte de la thune, tu vois. De la même Mm. manière que je vais pas voilà, m'épuiser sur Fortumedia à vendre une formation que je trouve géniale, qui va avoir de l'impact, mais que personne ne veut, je ne vais pas bosser avec des modèles qui veulent parler de yoga ou quoi que ce soit, tu vois. Puisqu'en plus, en tant que manager, en tant qu'agence, on se rémunère à la commission. Donc, oui, en logique libérale et capitalistique, on a tout intérêt Mm. à bosser avec des modèles qui ont de l'audience, qui font du érotique, du adulte, du charme,
parce que, bah, sinon ça rapporte rien et c'est, pas intéressant pour nous et in fine, Martine qui vend ses cours de cuisine, bah, dans 3 mois, elle va se rendre compte qu'elle a fait 10 €, elle va arrêter, quoi. Ouais, bien sûr. Et, et, euh, et justement, le gros du revenu de la créatrice, ça va être. Enfin, quelles sont les différentes lignes de revenus pour la créatrice, en fait? Comment elle gagne de l'argent? Alors, tout le monde, si tu parles à des gens qui ne s'y connaissent pas trop, va te dire: «Waouh, attends, si elle a, 100 abonnés sur son compte OnlyFans et que l'abonnement est à, 10 $, 10 €, c'est-à-dire qu'elle fait 1 000 € par mois. Putain, c'est énorme» et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que et tu t'en doutes, l'abonnement, c'est, comme nous en marketing, c'est un produit d'appel. Hmm. C'est-à-dire que c'est la face, la partie émergée de l'iceberg. C'est vraiment pour que les gens, entrent dans le tunnel de vente. Parce que c'est pour ça, moi aussi, que j'adore, l'industrie Mime OnlyFans, c'est que c'est du marketing, c'est du tunnel de vente. Il y a de la liste email, il y a de l'upsell et je trouve ça génial. Donc effectivement, oui, les abonnements, ça doit représenter, franchement, c'est 20 du chiffre d'affaires, même pas, pour Ok. certains. Moi, j'ai déjà vu des modèles qui avaient, les abonnements qui représentaient à peu près une dizaine de pourcents, même pas, du chiffre d'affaires total. Puisque c'est ce qu'il y a après, comme dans tout business, qui va vraiment, apporter du cash, qui va être lucratif. Donc il y a par exemple, les médias push. Les médias push, c'est lorsque tu appuies sur un bouton, comme toi quand tu envoies, un email à ta liste avec un produit à vendre, un produit à 100, Mhm. 200, 500 €, peu importe, et que les gens achètent, on peut faire exactement pareil sur OnlyFans. C'est-à-dire qu'on appuie et il y a une photo qui part, une photo floutée et tu peux la débloquer pour 10, 20, 30, ça dépend le prix fixé par la modèle, euros. Il y a ça et il y a aussi évidemment, les pourboires, donc les tips, les messages, parce que tu peux facturer le fait de répondre aux fans et il y a ce Mhm. qui rapporte le plus et là, on peut voir passer des tickets qui sont aberrants, hein. Pour des mecs qui, ont bâti des vrais business, comme, toi et moi, dans l'infoproduit, l'incubateur pour toi, par exemple. On se dit: Mhm. «Il y a vraiment des gens qui payent pour ça» et oui, moi, j'ai déjà vu des photos à la demande, des vidéos à la demande. Le contenu à la demande, c'est énorme, c'est des trucs personnalisés où tu dis à la modèle: «Bah, écoute, moi, je veux que, tu fasses, ça, une photo comme ça, une vidéo comme ça, où tu dis ça dans telle position» et cetera. Et ça, c'est pas rare de voir passer des tickets à 400, 500, 1 000 €. C'est incroyable. C'est dingue. Et du coup, là-dessus, si on. Alors, je sais pas quelle est la part de ce que tu peux dire du point de vue de ton business ou pas, mais si on essaie de voir un peu l'homme, tu vois, l'homme là-dedans. Mmh. Déjà, il faut savoir que il n'y a pas que des filles hein, qui publient, il y a évidemment des mecs. Et je regardais une interview l'autre jour sur la chaîne The Rob, une chaîne de muscu, et il y avait un bodybuilder qui expliquait qu'il lui faisait du OnlyFans. Le mec, 100% hétéro, et à côté de ça, il était conscient que tous ceux qui lui achetaient du contenu, qui lui faisaient de la demande, qui étaient abonnés, etc., tout son chiffre d'affaires généré sur les plateformes, je crois que d'ailleurs c'était sur Mime mais pas sur OnlyFans, c'était des mecs en fait. Donc il savait qu'en fait, les acheteurs, c'était des gays hommes, et des hommes gays, quoi. Et donc lui, il était complètement OK avec ça, ça lui posait pas de problème, etc. Et donc, en gros, c'est les hommes qui achètent pour les nanas, mais c'est aussi les hommes qui achètent pour les hommes, quoi. Il y a très peu de clientes, je crois, Il y a quasiment zéro cliente, en fait. À hein. part, en fait, dans le cas où on pourrait avoir des clientes, ça serait dans le cas où, par exemple, un artiste très écouté par des femmes créerait un OnlyFans. Sinon, je ne vois pas, dans quelles conditions, dans quel, scénario on peut avoir des clientes. Il y en a pas, il y en a pas. Moi, j'ai Ouais, j'ai dû en voir passer 2 ouais, sur d'accord. des milliers, des milliers, des milliers. Tu vois? En termes de pourcentage, c'est quasiment rien. Ok. Et justement, là, c'est là où je sais pas où, si toi, t'es ok d'en parler, mais ça nous dit quoi, du coup, de la psychologie et la façon de consommer le sexe et le charme de manière générale, ou même les relations chez les hommes? C'est quoi ton analyse sur ça? Mais en fait, ce qui gêne absolument tout le monde, c'est pas que, enfin si, ça c'est la version officielle, c'est: «Ah, OnlyFans et Mime, c'est des méchants, ils profitent de la misère sexuelle» et cetera. Ce que ça dit vraiment, c'est que ça met simplement en lumière ce qui est depuis des dizaines et des dizaines d'années et surtout depuis qu'on a l'industrie digitale, c'est-à-dire ce monde des réseaux sociaux, c'est que Mm. oui, il y a une inégalité énorme sur le marché des relations, sexuelles amoureuses où les femmes ont 15 000 fois plus de demandes que les hommes et que pour être un homme, à part si tu as un physique très avantageux, donc ce qui est inné, ou alors si tu as acquis, donc l'autre partie, ce qui ne relève pas de l'inné, des Mm. ressources, qu'elles soient intellectuelles, financières, même physiques, de contact, et cetera, culturelles. En fait, l'homme, est très, très désavantagé, c'est-à-dire qu'il y en a c'est un rapport de 80-20.
pour le marché des relations, du côté des hommes, c'est encore une fois un rapport de 80-20 où il y a, 20 des hommes, qui, ont entre guillemets ou qui peuvent avoir très facilement 80 des femmes. Et du coup, en fait, le 80 restant des hommes doit se contenter, doit batailler pour le 20 restant des femmes. Et donc en fait, OnlyFans, Mime et cetera, mais simplement une réalité qui est triste, mais qui est, donc on ne peut rien y faire, que, bah, oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont en situation de misère sexuelle. Et si, ta question sous-jacente, pardon, c'est est-ce que, moralement, ça te gêne pas? Moi, je pense que ces hommes-là, de toute manière, le jour où ils vont se reprendre en main pour aller, voilà, je sais pas, faire du sport, créer un business ou voilà, améliorer leur vie, juste après, ils trouveront une compagne, juste après, ils trouveront des relations. Mmh. À l'instant T, ils ont juste envie, d'un sentiment de relation, d'un espoir de relation, d'attention, de se soulager aussi et effectivement, bah, c'est un échange de valeurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, ces mecs-là, en fait, s'il y a pas, Mime OnlyFans, ils vont aller sur un site, gratuit, mais où il y aura 26 000 publicités, où ça va leur prendre leur attention, où, ils vont se sentir Moins de sentiment d'exclusivité. bien sûr, en fait, c'est aussi pour Mmh. ça c'est ça qu'on vend, sur un OnlyFans. C'est, de l'espoir, c'est un sentiment d'exclusivité, c'est un une sorte de relation, qu'ils savent fictive, mais ça leur fait du bien. Ouais. Bah, en vrai, la question, je l'avais pas imaginée sur le sur le côté est-ce que tu es à l'aise avec le truc, mais j'étais trop intéressé d'avoir ta réponse. Mais clairement, ok. Ah, hyper intéressant. Et toi, ton boulot, du coup, alors, bah, c'est quoi là-dedans? Qu'est-ce que tu permets de faire et du coup, vu que tu as un infoproduit sur ça, bah, qu'est-ce que tu promets aux gens qui veulent faire comme toi? OK. Alors moi, mon boulot maintenant, il est concentré uniquement sur la formation. Je suis associé avec, bah, du coup, mon collaborateur, Gaëtan, qui gère toute la partie agent, donc la partie exécutive qui nous permet de rester, tu m'excuseras l'expression de start-upper à la con, mais, skin in the game, parce que, Ouais. bah, il y a pas vraiment d'équivalent français, c'est pour ça que je me la permets. Mm. Mais du coup, oui, on garde notre agence, à côté où en fait, nous, on va faire, zone tampon, premièrement, d'un côté, entre, la modèle et le client. C'est-à-dire que, bah, il y a plein de modèles qui aujourd'hui, puisque c'est l'objection courante, tu vois? C'est le mec qui va dire en commentaire: «Oui, mais la modèle, elle a pas besoin de toi pour prendre des photos d'elle nue». Je suis en mode: «Oui, merci mec, mais, c'est pas ça qu'on apporte», tu vois? Nous, Mm. en fait, on va faire donc d'une part zone tampon entre la modèle et ses fans, en répondant aux messages, en lui disant quels médias privés faire, combien les facturer, à quelle heure les envoyer, avec quelle phrase de teasing en dessous. De la même manière que, un copywriter va te dire: «Bah non, ce titre-là dans ton email, il va pas faire ouvrir. Mm. Ah non, cet appel à l'action sur le lien, il est pas top, tu peux l'améliorer». On fait pareil, mais sur OnlyFans, sur les plateformes de contenu exclusif, d'une part et d'une deuxième part, on va intervenir en tant qu'agence, sur la partie, acquisition. C'est-à-dire qu'en fait, on est une agence de SMMA. Une agence OFM, c'est une agence de SMMA Mm. spécialisée OnlyFans, très honnêtement. C'est-à-dire qu'on va lui dire: «Bah, écoute, là, fais telle vidéo sur TikTok, suis tel trend, fais tel appel à l'action dans ta story, mets telle photo pour donner envie sans trop en dévoiler, réponds ça à cette personne qui est intéressée, mais qui hésite parce que, bah, elle sait pas trop, elle a un petit peu peur, elle sait pas si ça vaut le coup de mettre 20 balles et cetera». Nous, on intervient vraiment sur ces 2 aspects-là, c'est-à-dire, à l'intérieur et l'extérieur. Ok. Mais c'est pas vous qui répondez au mec, c'est vous lui faites du conseil en fait. Alors, certaines fois, si. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des chatters si la modèle nous le demande. Puisqu'en fait, Ok. elle actuellement la modèle, elle passe un temps fou, déjà à répondre aux clients, elle peut pas s'occuper de son acquisition. Ça, c'est le truc qui, et en fait, c'est ce qui rapporte le plus, c'est ce qu'on appelle le chatting, c'est-à-dire le fait de répondre, d'envoyer des messages et cetera. C'est ça qui engendre la vente de médias privés, de contenus exclusifs, de pourboires et cetera. Ouais, toute la relation en fait. Bah ça c'est vraiment du marketing de très basique. Et d'ailleurs, on le voit, moi j'aime bien dire pré-Covid, post-Covid. Pré-Covid, on pouvait être très bon en acquisition et avoir des business en ligne qui tournaient. Post-Covid, on doit être bon en acquisition, on doit être très bon aussi dans la relation, dans l'activation de cette fameuse acquisition. Voilà. Ouais, Donc, en fait, c'est le coût moyen du client a explosé, en fait. ouais. Ok. Et justement les plateformes, comment elles vous voient? Elles vous voient d'un bon œil, d'un mauvais œil? Parce qu'en fait, vous leur permettez de générer de l'argent aussi. Il faut pas se mentir. Bah, en fait, il y a une énorme hypocrisie là-dessus aussi, c'est-à-dire que, bah, moi, par exemple, je sais que les plateformes, m'adorent et me détestent en même temps. Parce que j'ai formé toutes les agences qui aujourd'hui leur rapportent, littéralement, hein, 80 de leur CA, mais d'un autre côté, elles peuvent pas assumer publiquement qu'elles nous aiment bien. Ok. Et puisque moi, bah, par exemple, je mets la lumière sur ces systèmes-là, il y a beaucoup de plateformes qui, moi, m'aiment pas beaucoup, par exemple. Ok. Et ok, donc l'idée de demain d'avoir
une sorte de business manager, pour pouvoir vous connecter sur le compte de différentes filles, etc. C'est même pas envisageable. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok. Donc aujourd'hui, vous avez les accès de la nana et vous vous connectez au même statut qu'elle, quoi. Enfin, avec les Ouais, mêmes c'est accès, ça. En quoi. fait, on se connecte à sa place. Ce qui est malheureux Ok. parce que du coup, c'est pas du tout optimisé pour nous. Mais voilà. Ok. Et justement, la confiance avec vos partenaires, avec les modèles, déjà comment ça se passe est-ce qu'elles ont conscience qu'elles ont besoin d'une agence de suite, ou alors est-ce qu'au départ elles ont besoin de se péter les dents et ensuite se rendre compte qu'elles ont besoin d'être accompagnées? Très souvent, elles ont besoin, pardon, de se péter les dents parce qu'elles vont voir que ça marche. Elles vont se dire, bah attends, mais je comprends pas. Moi, j'ai pas besoin de vous. Enfin, vous allez faire quoi, etc. Et en fait, dès qu'elles commencent à bien marcher en termes de chiffre d'affaires, elles se rendent compte que c'est du boulot. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent à passer 5 heures par jour à répondre aux messages. Elles font putain, c'est beaucoup, tu vois, 5 heures. Ouais, c'est chiant un petit peu. Parce qu'elles comprennent justement que juste mettre des photos et le lien de leur compte OnlyFans en story, ça ne suffit pas. Hmm. Et donc, eh bien, elles vont être en mode attends, mais je comprends pas, etc. Et elles parlent beaucoup entre elles en fait, parce qu'il y a une énorme solidarité dans ce milieu-là, où en Ok. fait, elles parlent énormément entre elles. Elles sont en mode mais toi, tu fais comment? Et en fait, bah, celles qui tournent bien et qui passent pas leur vie derrière leur écran, c'est des modèles qui ont une agence. Ouais. Donc en fait, la modèle 1 qui a une agence, elle va dire à la modèle 2 mais c'est normal que tu passes énormément de temps, enfin c'est pas tenable sur le long terme, travaille avec une agence. Et très souvent en fait, une bonne agence, si elle arrive à survivre dans le long terme, à prospérer et à s'enrichir, c'est parce que elle a fait du bon taf avec une, avec laquelle elle collabore sur le long terme, et cette une, elle va la recommander à une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et cetera. Ça fonctionne beaucoup à Hmm. la confiance. Et on imagine que les nanas, enfin, une agence va recruter une nana, tu vois, une nana jolie sur la plage ou dans la rue en lui disant tu veux pas faire du OnlyFans, ça marche pas comme ça. Comment enfin voilà, c'est par recommandation, elles ont besoin de venir par d'autres nanas, quoi. Bah, déjà, en fait, il y a 2 types de prospects pour une agence, c'est-à-dire celles qui, n'ont pas de mime, pas de OnlyFans, pas de Fansly, quoi que ce soit, et on va vers elles, on leur dit: «Mais tu as déjà pensé à le faire?» et cetera. Et très souvent, elles y ont déjà pensé, mais elles ont des blocages, elles ont peur, et cetera. Elles ont plein de questions laissées sans réponse. Donc on peut, trouver des personnes comme, celle-ci. Mais sauf qu'en fait, à cause de mecs comme moi, en tout cas, le démarchage en ligne, il a été saturé. C'est-à-dire que, elles ont tellement été démarchées par plein d'agences, de mecs qui leur proposaient de devenir un manager que ça ne fonctionne plus. Tu vois? Le démarchage par mail, par message, et cetera. Donc ce qui fonctionne bien, c'est le démarchage IRL. Donc quand tu Ok. tombes sur une fille, tu lui dis: «Mais tu jamais pensé?» et cetera. Ou alors ce qui fonctionne très bien, c'est, de contacter directement le deuxième type de prospect, qui sont des demoiselles qui ont déjà un mime, déjà un OnlyFans, et juste, qui, justement se sont pété les dents et sont en mode: «Bon, c'est relou quoi de passer 7 heures par jour à bosser». Ouais. Et toi, tu Ok. dis: «Bah, écoute, non seulement, je vais t'augmenter ton chiffre d'affaires, parce Ouais. que je vais te montrer comment en acquérir plus, comment faire en sorte que chaque fan te rapporte plus, mais aussi on va s'occuper de toute la partie exécutive où nous, on va s'occuper de leur parler, et donc on diminue ta charge de travail de, 70-80%. Hmm. Et qui encaisse pour qui? C'est toi qui encaisse pour les nanas ou c'est elles qui te payent? Ça dépend, le contrat. Nous, on contractualise tout pour, justement ne jamais avoir de problème et que tout soit clair dès le départ. Très souvent, les modèles, au début, elles veulent encaisser, donc on les laisse encaisser. On leur dit: «Bah, écoute», en fait, on a toujours cette démarche de: «Pète-toi les dents, fais comme tu veux et après, Ouais. tu reviendras vers nous». Et du coup, elle nous paye, tout se passe bien. Sauf que nous, on va lui dire: «Bah, ouais, mais sauf que nous, on est en SAS, donc faut qu'il y ait la TVA». «Ah Hmm. ouais, d'accord, OK, ah merde, machin et tout». Bah oui, voilà. Et puis il y a aussi, le fait que là, si tu encaisses tout et que tu nous redonnes 30%, toi, si tu es en micro-entreprise, tu seras imposé sur le chiffre d'affaires. Elle fait: «Ah ouais, machin, mais c'est quoi la solution?» «Bah, déclarer sur notre SAS, notre SARL». Ouais. Et vous n'êtes pas bloqué à avoir plusieurs nanas plusieurs revenus qui tombent chez vous? Genre une boîte est pas égale à un profil, par exemple. Non. Non, pour Ouais. l'instant, moi, j'ai vu avec, des avocats, mon expert comptable, en fait, du moment que tu peux tout justifier, Non, non, mais le côté plateforme, parce que pour le coup, tu as totalement le droit de le faire. Toi, c'est de la prestat de service, donc. il y a Mais il y a une plateforme que j'aime beaucoup plus qui est plus conciliante que l'autre. ok, Je ouais, pense je pense je sais de qui tu parles. oui, bah, oui. OnlyFans, Ok, moi, je les aime beaucoup. ok. Bon, moi, je suis pote avec l'autre, donc tu vois, c'est Je drôle. sais, je sais. Et d'accord, ouais, hyper intéressant. Et le bad buzz d'Andrew Tate, enfin bad buzz, le Andrew Tate de Ouais. base. Ouais. Voilà. Du coup.
son arrestation, son machin, son truc. Il y a eu beaucoup, d'ailleurs, je suis même pas sûr de connaître vraiment ce qui s'est réellement passé, mais il y a eu beaucoup de fantasmes là-dessus. Ça vous a fait du bien, ça vous a fait du mal, ça a été complètement insignifiant. Comment t'as vu le truc, toi? Bah, ça a donné, alors son arrestation, ça a donné lieu à un argument massu chez tous les mecs qui n'y connaissent rien, qui disent, bah regarde, Andrew Tate, il disait qu'il faisait du management OnlyFans, et puis là, il est en prison pour human trafficking. T'es en mode, ouais, mais enfin, je ne suis pas Andrew Tate, tu vois. Donc ça a donné un argument fallacieux très pratique pour ceux qui n'aiment pas l'OFM. Ensuite, nous, il a fait quand même beaucoup de bien à notre niche, hein, puisqu'il a réveillé aussi pas mal de mecs. Ça, c'était une très bonne chose. Pour le coup, moi, je pense Mm. que Andrew Tate, c'était et c'est toujours une sorte de mal nécessaire où le mec est une caricature de lui-même, mais le mec a quand même fait beaucoup, beaucoup de taf qui, nous a beaucoup profité. Parce qu'en fait, Mm. quand tu te réveilles et que tu vois un chauve de 2 mètres qui est entouré de meufs super jolies, qui est multimillionnaire sur un yacht avec sa chiron derrière et qui te dit, mec, mais t'es dans ton lit, bouge-toi, t'es une merde, bah mine de rien, ouais, ça te met une claque. Donc, Ouais. moi, ça a réveillé beaucoup de gens qui se sont dit, ok, bah très bien, je vais me lancer, etc. Je vais faire du sport, me développer, etc. Par contre, j'ai pas d'idée de business, et moi, je peux arriver en disant, bah, fais le même business qu'Andrew Tate si tu l'admires tant. Donc, c'est un petit argument aussi qui nous profite à nous. Ouais, hyper intéressant. Et du coup, pour toujours parler des célébrités qui gravitent là-dedans, comment t'as vu justement toi la rentrée au capital de Snake dans Mime? Qu'est-ce que pour toi tu penses qu'il a détecté quoi comme opportunité dans cette boîte? Bah, moi, je pense qu'il a compris ce que les fondateurs de la boîte que tu mentionnes veulent cacher, c'est-à-dire que ça fonctionne grâce au X, mais ça a une bonne image publique. Ils ont été très forts à ça. Donc Snake, ce qu'il a compris, c'est qu'il allait investir dans une boîte qui crache du cash à fond. Et en fait, il y avait un intérêt mutuel. C'est-à-dire que la fameuse entreprise d'à côté avait intérêt à ce qu'un mec comme DJ Snake vienne, parce qu'on peut dire, regardez, c'est un mec qui incarne notre message, la création de contenu monétisé et tout. Et Snake avait intérêt parce que bah, de son côté, il savait que les parts qu'il a prises, lorsqu'il va les revendre, il va encaisser un cachet qui va être très très intéressant. Ouais. Donc c'était un intérêt mutuel en fait, l'un financier et l'autre d'image. Ouais. Ça faisait un peu de ouais ouais, en termes d'image, c'est vrai que ça nettoie le côté adulte. On dit on peut pas imaginer qui vient sur un truc pour adulte. Bah oui, En l'occurrence ah, bien si sûr. tu vois, mais ouais. Ok, bah, hyper intéressant. Bah, normalement, Gaspard devrait venir dans les prochaines semaines sur le podcast. Je lui poserai la question également. Et on aura sa réponse. Mais en tout cas, j'étais. Enfin, je trouve que c'est un beaucoup de la part de Mime de l'avoir fait rentrer. Je vois plus l'intérêt de Mime que l'intérêt de Snake. Mais parce qu'il gagne tellement d'oseille que le risque réputationnel, il est pour moi plus important que ce qu'il peut Oui, gagner mais en avec. fait, t'as raison de souligner ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que DJ Snake, c'est pas nous. C'est-à-dire que, vu qu'ils vendent pas de produits, les gens, ça n'interfère jamais dans leur prise de décision de consommer ce qui lui rapporte de l'argent, tu vois. C'est-à-dire, si tu mets en fait, t'es en boîte, tu mets DJ Snake parce que le mec, c'est un génie, tu vois, il est trop fort. Ouais. Et en fait, tu te dis à aucun moment, ah ouais, mais là, les gens, là, j'appuie sur le bouton mettre DJ Snake, les gens vont dire, ah, il a mis le mec qui s'est associé à Mime, tu vois. Et Ouais, mais à part à part les gens de notre niche, en fait, personne ne sait que Snake est rentré au capital. Tu demandes à n'importe qui de lambda, juste qui connaît Mime, ouais, c'est vrai, personne t'as ne raison. sait. Et en fait, vu qu'il ne vend pas de produits et qu'il n'y a pas de décision d'achat, de sortir la carte bleue pour DJ Snake, bah en fait, ça l'impacte beaucoup moins. Donc pour lui, c'est vraiment win. Il va prendre un chèque colossal et il a tout à fait raison, quoi. Je pense que c'est un Ouais, bien sûr. très bon move. Après, j'ai eu une conversation il y a pas très longtemps avec des potes, parce que nous, Snake, on aime beaucoup, bah, comme beaucoup de Français, mais pour le coup, je sais pas, je l'ai vu 5 ou 6 fois en live. Et en fait, j'ai certains de mes potes qui ne l'aiment plus du tout. Pourtant, c'était des énormes fans à cause de justement, ces prises de position politique. Ce qui, voilà, bah, c'est un mec de banlieue avec bah, tout l'idéologie qui va derrière, voilà, etc. Et du coup, moi, j'ai des potes qui étaient très fans et qui ne le sont plus. Donc, tu vois, c'est un peu aussi le contre-exemple. Après, je te parle de ça, je parle de 2 potes. C'est peut-être pas vu que c'est l'artiste le plus écouté, voilà, c'est peut-être pas représentatif. Mais il y a quand même, voilà, j'ai soulevé ça. Donc, je sais pas si le côté mime peut avoir cet impact-là. Ouais, mais en fait, Mais je veux bien le croire. il l'aime moins, mais est-ce qu'ils vont arrêter de l'écouter pour autant, tu vois? Non, c'est vrai, c'est ça la question. Ouais. Il y C'est a ce que ça. tu dis. C'est ça qui est hyper smart, c'est qu'en fait, ça se consomme sans friction la musique, parce que t'as pas à sortir tes ronds et donc et en plus t'as pas à te déplacer dans l'absolu, même si maintenant
ils gagnent plus d'oseille sur leurs concerts que sur leur SACEM, mais ouais, je l'avais pas vu comme ça. Ah, hyper intéressant. Et du coup, du coup, ça fait une transition. Ma question sur le bad buzz que Snake pourrait avoir sur le bad buzz que toi t'as organisé et que t'as documenté. Du coup, j'ai suivi ça de loin. C'est toi qui m'en as parlé la première fois. Je l'ai pas vu sur tes réseaux ou sur ton Telegram, mais c'est toi qui m'en as parlé. Et je trouve ça, je trouve ça hyper smart. Ça montre ta maîtrise du marketing et ta maîtrise de la manipulation au sens plutôt anglophone du terme. La propagande. Est-ce que tu, ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux du coup déjà nous expliquer ce qui s'est passé? Ouais, bah en fait, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Après ma conférence, je me suis dit, faut marquer le coup. Et là, je suis dans une industrie où il y a plusieurs acteurs émergents, puisque l'OFM, c'est le nouveau dropshipping, tu vois. Donc tout le monde commence à se placer un Mm. petit peu dessus. J'avais vu aussi Alexis Chenz qui a commencé à mettre Mm. deux, trois screens, deux, trois stories où tu voyais qu'il faisait de l'OFM. Donc je me suis dit, ok, là, je vais me battre contre des Alexis Chenz, contre des mecs qui vont un petit peu gratter, qui ont pas mal d'audience, etc. Yomi aussi, on en a parlé un petit peu. Donc je me suis dit, ok, faut accélérer la manœuvre, faut me faire connaître d'un coup. Et je me suis dit, ok. Donc j'ai commencé à tourner plein d'interviews, donc qui sont toutes, quasiment toutes avec mon ami Candy, mon associé Candy, Mm. scriptées, avec des questions que j'ai écrites au préalable, des réponses qui sont déjà pensées, etc. Je me suis dit, ok, bon, on va simplement faire une entrée en grande pompe. On va faire mon face reveal dans les premières vidéos. Et très rapidement, faut enchaîner avec une vidéo qui pète et faut l'annoncer au préalable. Parce que moi, je déteste les marketeurs qui ont raison de le faire, hein, mais je les déteste quand même, qui font un bad buzz sans le faire exprès et qui après Et qui me justifie. voilà, Ouais. font un thread derrière ou une story en mode ouais, vous avez vu, j'avais tout pensé. Mais connard, c'est super facile de faire ça. Du coup, moi, j'ai dit ok, Mhm. et bien sur Telegram, je vais annoncer avant de le faire. Ce que personne ne fait. J'ai jamais vu un marketeur le faire en France. Du coup, j'ai annoncé le truc, je l'ai teasé, j'ai fait plusieurs messages, etc. J'ai mis une story en mode celle-ci, je suis sûr qu'elle va exploser. Et du coup, ça a fait 300 000 vues sur Insta. Je m'attendais à ce que ça fasse dans ces eaux-là. Mais surtout, je savais que c'était sur Twitter. Et si tu regardes, si tu as vu la vidéo, je tacle le Twitter dans la vidéo. Ça aussi, c'était pensé, tu vois. Mm. Et du coup, ça a fait 8 millions de vues sur le tweet en 48 heures, je crois, à peu près. Et c'était une vidéo, du coup, où je disais que j'étais intimement persuadé que les modèles OnlyFans avaient plus de mérite que les femmes de ménage. Chose que je ne pense pas, tu vois, je mets pas un métier au-dessus Mm. d'un autre, etc. Mais je savais pertinemment que ça allait me permettre, de faire mon face reveal et faire du bruit derrière. Deux, de démontrer mon expertise marketing puisque je l'avais annoncé. Et trois, de me faire connaître et repérer des modèles, donc des grosses têtes de l'industrie. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, hyper smart. Et l'idée elle vient comment? Je comprends pourquoi tu l'as fait, mais comment tu pars sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui te fait dire que ça va être un thème qui va être, qui va attirer de la passion, dans un sens ou dans un autre? Bah déjà, si Euh, tu fais OnlyFans en Comment tu vidéo, structures un peu tout ça, un peu, tu sais, là, un peu en mode méthode, tu vois? ouais. Là, pour le coup, t'as le droit de nous raconter une belle histoire comme les autres marketeurs ont tendance à le faire, mais vu que tu nous l'avais annoncé, on aurait plus tendance à te croire à toi qu'à à croire les autres. Bah déjà, OnlyFans, dès que tu dis OnlyFans, ça fait des vues. Donc moi, j'ai un avantage Ouais. compétitif déjà de taille, puisque dès que tu mentionnes OnlyFans et que tu mets de l'argent dans la même vidéo, ça fait des vues. Ensuite, il fallait que je dise un truc qui était outrageux, tu vois, où c'était méprisable. Il fallait que les gens ils soient touchés, quoi. Donc, il fallait prendre un truc que tout le monde respecte, admire, donc les femmes de ménage. Donc, voilà, un truc qui, j'étais sûr que ça allait faire parler. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, ça, si je fais une vidéo où, je parle d'OnlyFans, deux, d'argent, où j'attaque un métier respectable comme les femmes de ménage, il faut que je me dise, OK, sur quel réseau ça a le plus chance de péter, selon aussi mes avantages comparatifs actuels. Donc, j'ai une communauté Insta et j'ai un petit compte Twitter. Je me dis, sur Insta, ça va faire des vues, mais ça va pas être énorme, énorme. J'avais raison, ça fait 300K. Je me suis dit, sur Twitter, très bien. Donc, dans la vidéo, j'ai glissé un tacle en disant, même s'il y a 46 tweetos qui vont gueuler et dire le contraire, et non, 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 non. Et je continue la vidéo. Et donc, j'ai Hmm. taclé les gens de la plateforme sur laquelle. C'était limite ton call to action dans ton copy, quoi. C'est ça. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Et du coup, ouais, j'ai structuré ça en mode, on attaque un métier respectable, donc on met une phrase outrageuse. On parle d'OnlyFans et d'argent pour être sûr d'avoir une base de vues certaine. Et en plus, on tacle le mec lambda de la plateforme sur laquelle on veut faire péter la vidéo. Ouais.
Et du coup, dans ton best-of des commentaires ou des trucs, alors t'as pas pu lire tout, j'imagine, mais qu'est-ce que, voilà, les trucs les plus mémorables que t'as en souvenir, c'est quoi? Oh bah Dans les réactions? c'était en fait ça revenait vraiment dans les mêmes thèmes, hein. C'était des menaces, mais attends, on marche sur la tête. Et aussi ça c'était pareil, c'était remarqué, si t'as vu la vidéo, j'avais le pull OnlyFans et ça pareil, c'était aussi évidemment pensé. Et là tous les gens ils étaient au milieu quoi, lui avec son pull de merde. De toute façon il est payé par OnlyFans. J'ai eu un commentaire que j'adore, que je ressens tout le temps. C'est en même temps lui c'est le chef d'OnlyFans. Ah ouais, le chef en chef. Et du coup, maintenant, c'est un running guy avec mes potes. Ils me disent ça va le chef d'OnlyFans? Ah Et en ouais. fait, voilà, c'était plein de petits éléments. En fait, c'est ça le vrai marketing pour moi. C'est pas, même si c'est bien, tu vois, savoir gratter 0,2% de conversion, c'est très bien. Mais moi, je m'inspire pas forcément des grands copywriters, comme plein peuvent le faire. Tu vois, ils vont citer des Eugène Schwartz, des Gary Albert, etc. Moi, c'est des gens qui m'inspirent, que je respecte et qui m'ont beaucoup aidé dans ma maîtrise du copywriting. Moi, les vraies personnes qui m'inspirent, je le dis tout le temps, c'est des Edouard Bernays, le mec, je pense que tu connais. Non, je crois pas. C'est le mec qui a fait fumer les femmes. C'est le mec à l'origine Ok. de We Want You in the US Army. C'est la fameuse affiche. Ok, oui, d'accord, avec le doigt, ouais, ok, ouais, Le mec ouais. qui a créé le petit déjeuner, les œufs et le bacon, le petit déjeuner américain. C'est lui, Ouais, c'est pas ouais. sorti nulle part, tu vois. Il a fait plein de choses comme ça. Enfin, il était Ouais, c'est Mad Men, quoi. ouais, ouais, vraiment. Ok. Et donc, je m'inspire beaucoup de lui. Et je m'inspire beaucoup de Ryan Holiday, le mec qui a écrit. Voilà, Tu précèdes ma question, putain, c'est incroyable. Non, c'est là, il y a du Ryan Holiday dans tout ce que tu nous dis, bien on le sûr, voit. C'est évidemment. du... Que ce soit Conspiracy, Trust Me I'm Lying, enfin, c'est des Hmm. masterclass. Ok, ouais, ouais, excellent. Et il y a un moment où tu as eu l'impression que tu perdais un peu le contrôle du truc, ou tu as eu un coup de chaud ou pas, ou c'était ok? Ouais, j'ai eu un petit coup de chaud quand même, puisque je m'attendais à ce que ça fasse un buzz de 2-3 millions de vues, et quand on fait 8, tu fais, ah ouais, d'accord, tu vois, c'est 3-4 fois plus que ce Ouais. que j'avais prévu. Mais in fine, c'était une bonne chose. En plus, ça a permis à plein, c'est marrant ça, d'entrepreneurs de me découvrir et qui devaient prendre position publiquement. Et du coup, qui m'ont retweeté, qu'on fait, moi, je pense que ça, c'est du proxénétisme, que c'est horrible, etc. Et en fait, ces personnes-là, 2-3 jours après, tu vois, ils m'ont contacté en privé en mode, oui, ne le prends pas personnellement, c'est juste que je dois me positionner, etc. Donc oui, j'ai perdu un peu le contrôle parce que ça a fait beaucoup plus de vues que ce que je ne l'espérais, tu vois. Même, je te parlais tout à l'heure de ma ville natale. Moi, ça a été vraiment, j'ai senti qu'il y avait un petit truc puisque, bah, vu que c'est une petite ville, tu sais, il y a 40 000 habitants et que du coup, ceux de ma génération doivent être quelques milliers, même pas. En fait, tout le monde s'envoyait ma vidéo dans des groupes, dans des conversations, des machins. Ouais. Ouais, il est de notre ville, etc., etc. Donc il y a vraiment eu un effet viral prévu, mais qui a dépassé mes espérances. Mais en tout cas, enfin, moi, j'en étais très content, quoi. Et tes proches, genre, enfin, je sais pas, ouais, tes aînés, tes darons, je sais pas, ou t'as eu est-ce qu'ils avaient peur? Ouais, Est-ce qu'ils étaient, ouais, 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 bah oui, bien sûr, mais faut aussi se mettre à leur place, tu vois. Ma maman, elle a eu peur parce que je l'ai pas prévenue, parce que bah, moi, c'est mon boulot, en fait. Donc, si je dois, ouais, si je dois la prévenir à chaque fois que je fais un truc euh, un petit peu sulfureux, un petit peu, voilà, qui va faire parler, je peux pas la hmm, prévenir à chaque fois, tu vois. Sauf que là, puisque ouais, c'est un truc énorme, elle-même, elle a reçu des coups de fil de ses amis qui lui disaient, mais attends, mais t'as vu la vidéo là? Du coup, elle a eu peur, mais dès que je lui ai expliqué, elle s'est dit, ah d'accord, ok, tu le penses pas vraiment, c'est du marketing. Parce que elle s'est dit, attends, mais on insulte, on menace mon fils sur Twitter, c'est horrible, le pauvre. Moi, je suis en mode, mais c'est le jeu, quoi. C'est ce que j'attends. ouais, ouais. Bah, en tout cas, c'est un coup de maître. 8 millions d'impressions, c'est ça, hein, sur Twitter. C'est complètement Sur ouf. ma vidéo, ouais, si on compte les vidéos réactions et tout, on est à 9, 9 et demi. Wow, ok. Ok, top. Et sans nous dire quoi, est-ce que tu nous en prépares un autre ou pas? T'enrichis le truc encore ou pas? Euh, j'ai quelques reels que j'ai pas publiés où je sais que ça a fait parler, je sais que ça peut exploser. Mais en fait, trop de bad buzz tue le bad buzz. Tu vois, faut vraiment que ça ait un Ouais, bien intérêt. sûr. Donc là, si tu veux, je peux t'en faire un cette semaine, mais je sais pas si lui va me servir autant, tu vois. C'est-à-dire qu'un bad buzz, un, pour démontrer ta maîtrise du marketing, c'est bien. Limite, deux, pour le confirmer. Je pense que j'en ferai un dans un mois ou deux, mais je vais pas en faire toutes les semaines, tu vois. Sinon, plus personne ne s'associe à toi, plus personne te prend en sérieux, etc. Donc, faut vraiment les doser pour que, un, ça ait toujours un intérêt business. Faut pas se prendre Hmm. dans l'ego en disant, oh, tout le monde parle de moi, c'est génial, etc. Euh, mais c'est bien, je pense, de le faire de temps en temps pour remettre l'église au centre du village et dire, bon, les gars, je suis pas rouillé, quoi.
Parce que moi, il y avait aussi, Ouais. puisque j'avais été shadowban sur Insta pendant 1 an, donc Ah oui, c'est vrai. mes reels avaient une portée ultra diminuée, etc. Il y a plein de gens, tu vois, ils me voyaient, je faisais pas beaucoup de vues. Et il y avait un petit peu ce truc, on me le disait jamais, tu vois, mais je sentais un petit peu en mode, oh Manoa, là, les vues, c'est l'expression de Twitter, tu vois, mais un peu finito, hein. J'ai fait, ah ouais, bon, très bien, on va voir. Et du coup, j'ai été en plus unshadowban dès mon face reveal. Alors ça, c'est coïncidence temporelle folle, parce qu'en fait, j'avais été shadowban en mai dernier, enfin en mai 2022. Mai 2023, le shadowban s'enlève. Et là, alors là, je me suis dit, alors là, j'ai envoyé la sauce. Alors là, Ah, hyper intéressant. Et du coup, l'impact sur tes vues, sur tes followers, etc. ah bah tu... C'est un cumul de plein d'événements marketing. Le Shadowban qui Ouais. n'est plus, le reveal, le bad buzz et tout ça. Le momentum aussi peut-être. En gros, là, ça donne quoi aujourd'hui ton audience? Bah déjà, en termes de vues, tu regardes tous les derniers reels, ils font voilà, 75 000, 230 000, 150 000, etc. On a vraiment beaucoup de vues. J'ai même un Reels de moi qui est monté à 700 000, en plus où je parle d'OnlyFans, du business OnlyFans, tu vois, donc très qualifiant, pas un truc très broad, en mode une vidéo d'Oussama Hamar qui parle des temples, tu vois, un truc vraiment qualifiant, Ouais. très qualifiant. Et par contre, en termes d'abonnés, du coup, les gens pensent pareil que je ne gagne pas d'abonnés, tu vois. Ils sont en mode, mais attends, mais pourquoi limite, tu perds tout le temps un peu les abonnés, c'est juste les gens te quittent et s'en foutent. Et je suis en mode, non, mais vous n'avez pas accès à mon dashboard. Moi, en fait, j'ai énormément de nouveaux abonnés, mais j'ai aussi énormément de désabonnements entre les robots que nous on enlève et entre les gens Ouais. qui, bah, en fait, m'avaient suivi pour des vidéos d'Oussama Hamar, de Charles Gave il y a 2 ans et qui là font attends, pourquoi ça parle d'OnlyFans, je suis pas d'accord avec ça, etc. Donc moi, j'ai un flux de nouveaux clients qui est très bon en fait. Mais par contre, il ne se voit pas. Si tu vas sur Social Blade et que tu regardes Fortumedia, tu vas peut-être me voir Hmm. perdre un petit peu les abonnés, tu vas dire ah ouais, bon, les gens se désintéressent, hein. Alors qu'en fait, il y a juste des gens qui partent, des gens qu'on enlève et un flux constant de nouveaux. Ouais. Hyper intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, la typologie de business dans laquelle t'es te ferme des portes? Parce que là, on va parler de la suite, on va parler de ton projet, le projet que tu es en train de lancer. Mais du coup, est-ce que justement, ça te ferme des portes? Est-ce que tu penses que ça peut te poser des problèmes, peut-être pour éventuellement lever des fonds plus tard, avoir certains passages médias, etc. euh, par rapport à tes futurs projets, par rapport à tes projets actuels? Est-ce que tu y vois un inconvénient aujourd'hui? Bah, est-ce que tu penses que Xavier Niel, on lui ferme beaucoup de portes? Bah non. Pourtant, tu le sais, il a commencé dans le Minitel Rose. Donc même si je suis pas Xavier Niel et que j'ai peu de chances de le devenir, en soi, en fait, ce que je veux dire par là, avec cette comparaison qui certes est élogieuse pour moi et pas trop pour lui, c'est que en fait les gens oublient très vite et les gens dès que tu as de la thune, même pas forcément au stade de Xavier Niel, tu vois, je pense que je serai jamais milliardaire de ma vie, j'ai pas forcément envie de l'être, mais lorsque tu as plusieurs millions, que tu es très connu et que ça fait imaginons 2 ans que tu plus fait de OnlyFans, imaginons dans 4 ans, si j'arrête Ouais, l'OFM dans 2 ans, dans 4 ans, tout le monde s'en foutra, hein. Les gens ouais, s'en clairement. foutent que tu fait ton argent dans n'importe quoi, tant que tu es prêt à le dépenser chez eux ou tant qu'ils peuvent en profiter d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un passage média, que ce soit par un contact, une relation, etc., les gens s'en foutent. Donc, peut-être que ça me bloquera pour des levées de fonds avec des gros fonds d'investissement. Mais sauf que quand t'es comme moi et que tu as quand même bâti une audience, que tu as des contacts, que bah, tu vois, là, pour mon projet, par exemple, je pense faire une petite levée de fonds et j'ai envoyé 2 messages et j'ai déjà 60K qui sont levés, quoi, avec 2 messages. Ouais. Donc en fait, j'ai pas besoin des gros fonds d'investissement, tu vois, je lance pas les trucs qui nécessitent des centaines, enfin des millions, donc j'ai pas besoin d'eux. Donc peut-être que ça me fermera des portes, mais en tout cas, je pense pas que ces portes, je les aurais empruntées de toute manière, tu vois. Mm. Et justement, tu veux nous parler un petit peu de ce projet? Le projet, je t'avoue que c'est le seul truc sur lequel je reste discret pour l'instant. Ok. Puisque je sais pas si ça me bénéficierait d'en parler aujourd'hui. Donc Bon, c'est dommage. sans parler de ça, Ouais. qu'est-ce qu'on, c'est quoi la suite pour toi du coup? C'est un peu une question de fin d'épisode, mais voilà, ça va être quoi les prochaines étapes? Comment ta vie elle va évoluer dans les prochains mois? Bah moi, je pense que je vais penser l'OFM. Le but, comme j'avais dit, je crois que chez Alex, c'est de devenir un petit peu le Yomi de l'OFM. C'est Ok. me faire un nom, connaître toutes les actrices, toutes les modèles, toutes les personnes de cette industrie. Il faut que je les connaisse, faut que je les ai sous la main, faut que j'ai leur numéro, faut qu'on se parle, faut qu'on se connaisse pour bâtir un truc. Là, par exemple, j'ai pris des parts dans l'entreprise d'une modèle qui apprend aux modèles à devenir OnlyFans, à devenir modèle, pardon. Enfin, j'y arrivais. Pardon. Ok. J'ai pris des parts chez l'entreprise d'une entrepreneuse qui apprend aux femmes à devenir modèle OnlyFans. C'est mieux formé. Ok. Très bien. Ok. Euh, du coup, en fait, j'essaie vraiment de créer un écosystème avec de la tech, avec
de la création de modèles OnlyFans, de la création de managers OnlyFans, pour qu'il y ait tout un écosystème qui s'auto-nourrisse, tu vois. Ok. Un truc qui Ouais, est ok. cohérent, qui Hyper. crée un cercle vertueux, tu vois. Donc j'essaie de faire ça et bah voilà, le service c'est bien, l'infoproduit c'est bien, mais ce qui rapporte vraiment, 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 c'est quand tu revends une entreprise qui a une bonne valorisation. Donc c'est le but d'un éventuel, enfin du SaaS sur lequel je travaille. Ok, très bien. Ouais, je me suis permis de t'en parler parce que tu l'as abordé tout à Ah, l'heure. t'as bien fait, non, Euh, t'as mais bien fait. mais du coup, ok, très cool. Et est-ce qu'aujourd'hui tu identifies un risque sur le fait d'être justement affilié à OnlyFans ou à d'autres plateformes? Moi, je pense que les nanas, elles trouveront toujours, maintenant que ce business existe et que ça crée, je sais pas quel est le volume d'argent que ça déploie par an, mais c'est plusieurs centaines de millions, ça c'est évident. Il y aura toujours une alternative, mais le fait d'être niché OnlyFans, par exemple, est-ce que tu identifies un risque? Tu me parles de trop m'affilier à une entreprise en particulier, à une plateforme? Ouais, par exemple. Ouais. Hmm. Bah en fait, pour le moment non, puisque même moi, voilà, je sais que je vais pas partir à la retraite avec OnlyFans, quoi. C'est-à-dire que je vais pas faire Ouais. ça 10 ans. Donc de la même manière que par exemple j'ai fait une formation Instagram pendant 1 an et demi qui a très bien tourné, qui a permis à beaucoup de gens de faire beaucoup beaucoup de thunes avec cette plateforme. Mhm. Aujourd'hui, oui, on m'affilie encore un peu à Instagram, mais enfin c'est pas grave, quoi. Et même quand on me dira dans 5 ans, t'as fait OnlyFans, moi je suis très cohérent, très à l'aise là-dessus. Je serai en mode bah ouais. Ouais, non, mais plutôt le risque. Ouais, pardon, je me suis. C'est pas en termes d'image dont je parle. C'est le fait. Tu vois, par exemple, il y a Guillaume Moubèche. Il est ban à vie de LinkedIn. Ok. Son business repose à 100% sur LinkedIn. Euh, du coup, il a un risque. Il a un risque là-dessus. J'ai reçu Pourquoi il se Toinon, fait, pourquoi il se fait bannir? Toinon, CEO de Wallaxy. Euh, je lui ai posé la même question que celle que je te pose là. Et lui aussi, il identifie clairement un risque métier sur le fait d'être un add-on de LinkedIn et que LinkedIn, en fait, ne pas être dans les petits papiers de LinkedIn parce que son boulot, c'est d'automatiser des choses qui sont interdites d'automatiser. Donc forcément, ça pose un problème. Pourquoi il est banni de LinkedIn? Parce que ils sont, parce que ils font, Moubèche, il a fait des pods LinkedIn, il en a fait beaucoup. Il a fait son business, Lemlist, c'est de l'automatisation via LinkedIn. Voilà, il y a plein de, tous ces produits gravitent autour de LinkedIn en fait. D'accord, ok. Et ils sont pas, il contourne un peu les règles. Il a pas le numéro du patron. Il passe par la porte de derrière et voilà. Et donc du coup, il est ban. Mais après, sa boîte tourne et c'est une des plus belles boîtes françaises de la tech qui sait gagner de l'argent. Ouais, Voilà. oui. Qui vit pas sur la levée Donc de fonds, quoi. exactement. Donc voilà, non, mais toi, tu n'identifies pas spécialement le truc, quoi. Bah moi, je vois pas de quoi je pourrais me faire bannir, quoi. Hmm. À part l'entreprise concurrente d'OnlyFans française. Ouais, Moi, globalement, cette industrie, tout le monde m'aime bien, quoi. Donc, ok. moi, je vois pas en fait d'où je pourrais me prendre un tir, sachant que, par exemple, je sais pas, oui, j'avais été banni de Podia, moi. Enfin, banni. La formation avait été bannie de Podia parce qu'ils acceptent pas ça. Et en fait, j'ai vu avec Teachable, ils m'ont dit, bah, nous, on n'a pas de problème avec ça. Ok. Podia m'a dit, bah, pour la page de vente, pareil, on veut pas. Ok, système.io. Et puis système.io, ils veulent pas, on prendra un autre truc. Et en fait, Ouais, oui, bah, c'est aussi le lot d'entreprendre dans ce genre d'industrie, c'est qu'il y a il y a des choses géniales. Tu as un statut social de bâtard. Enfin, moi, je sais que tu vois, imagine, t'es en boîte, tu parles à une meuf, tu dis t'es manager OnlyFans. Ah ouais, ok. Hop, tu vas sur l'Instagram, il y a 100K. Hop, ok, tu vois. T'as un statut social de bâtard, tu gagnes bien ta vie, tu te fais un nom parce que c'est une petite industrie, donc c'est facile de devenir important dans cette dernière. Mais oui, bah, t'es pas le chouchou des plateformes, quoi. T'es pas le chouchou des processeurs de paiement, t'es pas le chouchou de tout ça. Faut aussi accepter les inconvénients d'un business que tu as choisi pour tous ses avantages. ouais, bien sûr, évidemment. Bah, tu sais, ça me fait un peu penser à certains de mes potes qui font du contenu métapolitique, qui ne sont pas forcément dans le camp du bien, et qui justement se font ban un peu, se font ban carrément de toutes les plateformes, quoi, clairement, ou qui n'ont pas les datas réelles de leur audience, quoi. Donc ça fait un peu penser à ça, un peu ce que tu me dis là, mais je, Ouais, je, bien je sûr. vois tout à fait. Mais enfin, moi, c'est quand même plus rentable Ça que c'est clair. les Ouais. amis en question parce que je pense Ouais. voir de qui tu veux parler. Leur système de monétisation, quand même, il repose sur le fait d'être mainstream. En fait, tu vois, c'est là où il y a une incohérence en termes de Et, business. C'est que leur business, c'est faire des vues, sauf que les plateformes sur lesquelles ils doivent faire des vues les aiment pas.
Moi, justement, tu vois, si mon business c'est de faire des vues, enfin mon moyen de monétiser, bah, je pense que je parlerai pas de ça, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est aussi pour ça que ça marche, OnlyFans, et cetera. C'est qu'en fait, ça repose sur un noyau d'acheteurs qui est extrêmement petit, extrêmement infime. Mais ils dépensent tellement que, en fait, c'est pas grave que 99% des gens les détestent parce que le 1% fait tourner la machine, tu vois. Comme pour Mmh. mon bad buzz où en fait 99% des gens m'insultaient, mais c'était les 1% de gens qui se sont simplement dit putain, il sait ce qu'il fait, il est bon, je vais prendre un coaching chez lui, qui font tourner mon industrie, enfin mon entreprise. Ouais, bien sûr. Est-ce que justement tu penses qu'un OnlyFans ou un meme ou autre chose politique, ça pourrait être une bonne chose justement pour les contenus, ceux qui se plaignent de la censure et tout? J'ai du mal à imaginer que j'achèterais du contenu exclusif auprès d'un YouTuber métapolitique, mais par contre au niveau des abonnements, une sorte de Patreon est-ce que tu penses que ça serait jouable? Parce qu'il y en a plein des En plateformes qui essaient de faire ça. fait, En ce moment, il y a Papacito qui s'est fait ban. Il cherche justement des plateformes pour monétiser sereinement son podcast, par exemple. le problème en fait, c'est que l'audience du camp qui n'est pas du bien, c'est Ouais, des mecs qui n'ont pas de thunes. C'est des broquis, les petits droitards qui mettent des chevaliers en photo de profil, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu le souci, c'est que pour monétiser, en fait, déjà qu'ils vont avoir très peu de gens sur leur immense audience prête à payer, mais s'ils n'ont plus la visibilité accordée par les plateformes mainstream, je vois pas comment à terme ça peut être viable, tu vois. Donc oui, une plateforme, ça pourrait marcher en fait. Si juste tu crées une petite plateforme et que tu dis à Papacito, Valek, etc., les gars, venez chez nous, etc., ça va marcher pour eux parce qu'ils ont déjà des audiences, mais s'il n'y a pas d'acquisition, ça va s'essouffler un jour ou l'autre, tu vois, enfin forcément. ouais, bien sûr. Ouais, Mais ils sont pas smart aussi parce ouais, qu'il faut jouer le jeu des plateformes, tu vois aussi. Moi, je mets plein d'astérix dans mes stories, je censure tout ce qui doit être censuré, je mets pas de mots compromettants, je mets pas de lien direct vers ma formation avec marqué OnlyFans partout. Ouais, c'est chiant, mais je joue le jeu des plateformes. Et aussi, eux, ils sont pas malins parce que des fois, ils tentent le diable, quoi. ouais, ça c'est clair. Non, mais ça c'est sûr. Et, après, il y a aussi un effet aussi panier de crabe où en fait vu qu'ils sont tous en train de galérer. Bah en fait du coup le groupe s'autodétruit aussi. Ça je le remarque et ça aidera pas. Pour le coup c'est n'est pas ils peuvent aller sur n'importe quelle plateforme. Ce truc là ça restera, c'est un état d'esprit. Donc je pense que ça posera toujours un problème ce genre de fausse fraternité. Ouais, et puis Mais bon ça c'est pas des businessmen, c'est des créateurs de contenu pour le coup, hein. ouais exactement. Non hyper intéressant. Je sais pas est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée Euh, qui aurait été intéressante de te poser? Moi, en tout cas, toutes tes questions étaient super intéressantes. Donc, déjà, je te remercie pour ça. Non, moi, j'ai Merci. trouvé qu'on a fait plutôt le tour. OnlyFans, le Bad Buzz, Instagram. On a Ouais c'est un ça. beau, un beau starter pack. Super. Et du coup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? De vendre mon SaaS très très cher. Ok. D'arriver à bien le valoriser et puis le vendre très très cher. Mais ouais, c'est un gros projet. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été à l'aise dans vendre du service, vendre de l'infoproduit. Je fais beaucoup d'argent avec ça. Et le SaaS, c'est un truc tout nouveau pour moi. Donc forcément, c'est une grosse prise de risque. Ça coûte très cher aussi les développeurs. Mais globalement, franchement, j'ai une bonne équipe. Je suis capable de lever des fonds en 2-3 messages. Euh, j'ai un board qui est solide. Je Ok. vois pas pourquoi ça merderait. Franchement, Ok. ça peut être vraiment le truc qui fait de la life-changing money, tu vois, puisque oui, l'infoproduit, ça te permet de bien vivre, oui, tu gagnes très bien, ok, très bien. Mais vendre un SaaS à, imaginons, 10 millions, ce serait le goal ultime, tu vois, dans quelques années. Mhm. Vendre un SaaS à 10 millions, là, ça change ta vie, tu vois. Là, ça paye le château en Île-de-France, tu vois. Ouais. Ah, nickel. Bah là, on va voir comment tu te débrouilles avec tes 4L parce que là, ça va être le contraire, je Ah pense. oui, Là, tu là, vas là, c'est l'opposé complet. Mais c'est parce que c'est pas mon business principal, tu vois. Donc ça va. Ouais, non, mais c'est hyper. Oui, je vois très bien. Mais en fait, le 4L, c'est ton socle et ensuite derrière, tu as des assets qui le sont moins, mais c'est Ouais. normal en fait. En fait, je veux que j'ai toujours un business qui me permette de maintenir mon lifestyle, de faire des investissements, voilà, de vivre, quoi, de voyager, Bien sûr. etc. Qui soit très 4L. Comme ça, en fait, je sais que c'est flexible. Je sais que un jour, c'est la merde. Les thunes, c'est la merde. Je lance une offre et puis je sais que j'encaisse 30K dans la semaine, tu vois. Et Ouais. c'est une tranquillité d'esprit. L'audience, le personal branding, un business 4L, c'est audience, personal branding, 4L, c'est formidable.
Et la tête bien faite, parce qu'à 21 ans, tu imagines tous les concepts que tu as pigés et que tu maîtrises mieux que des mecs qui en ont 20 de plus, quoi. C'est juste dingue, tu vois. Alors moi, j'en ai pas beaucoup plus que toi, un petit peu, mais pas plus. Ça fait un peu vieux con quand je dis ça. Mais moi, je suis bluffé à chaque fois par ton niveau de maîtrise des sujets. On voit que on voit que tu parles pas dans le vide, quoi. Donc ça, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, notamment pour ça. C'est cool. Bah, c'est gentil, c'est gentil. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être en retard sur plein de trucs, mais c'est sympa. Non, t'inquiète pas pour ça. Bon, c'est top. Manoa, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut éventuellement voir tes produits? Où est-ce qu'on peut te suivre? Voilà. Bah, écoute, Qu'est-ce qu'on met comme lien en dessous de cet épisode? encore une fois, on voit la simplicité, Instagram, Fortumedia, tout est centralisé là-bas. Ok, très cool. Et top. Bah écoute, on te souhaite du coup, on souhaite de faire ce beau sas et du coup d'arriver à le vendre rapidement, le plus rapidement possible, le plus cher possible et du coup voilà, c'est tout le mal qu'on te souhaite. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup pour ta participation. C'était vraiment vraiment cool. On a réussi à le faire cet épisode. On l'a reporté plusieurs fois et l'un et l'autre, mais ça y est, il est dans la boîte. Il y a eu ton face reveal, mais on n'a pas la caméra. C'est pas grave. On en fera un prochain, on en fera un autre. Bon, et j'ai juste une ultime question. Comment on l'appelle cet épisode? C'est toi le roi du buzz. Donc du coup, qu'est-ce qu'on lui met comme titre? Tu fais un titre en phrase ou un titre en virgule? En phrase. Mais on peut innover, hein, c'est pas un problème. Alors moi, il y avait un thread Twitter que j'avais adoré qui s'appelait Fortumedia-l'Empire du Vice. Et ça, j'avais beaucoup aimé. On reprend ça? L'Empire du Vice, moi j'aime beaucoup. Ok. Trop bien. Et je te mettrai une tête de Dark Vador ou un truc comme ça. Ah, excellent. Impeccable. Merci On fait ça. en tout cas. C'est noté. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si t'es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.